Final de l'ORTM, il est 13h à Kimpara dans la région du Centre, même heure à Tomignan. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mal Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Audience à la primature, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Ablaye Baïga, a reçu les officiers stagiaires du cours supérieur de la gendarmerie et la ministre congolaise du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Pour les premiers, il s'agit d'une immersion. Par contre, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa est venue rendre compte du déroulé de sa mission dans notre pays. Le Mali célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion de rappeler au gouvernement du monde entier leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Le journalisme malien face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle, c'est le thème de cette journée. Vous entendez à ce sujet le secrétaire général du ministère en charge de la communication. L'histoire lancera la question. Fameux Dioté nous parlera de la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu en Égypte en ce moment. Et sur le plan national, il sera question des demi-finales de la Coupe du Mali de football. Dossier culture s'intéresse donc à la porte Al-Kaloum. J'allais dire Al-Kaloum, oui. C'est donc une porte donc, qui reste et demeure une identité incontestable de la cité de 333. Cette porte est fabriquée par une seule famille dont le secret est transmis de génération en génération. C'est la fin du journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Je le disais, 40 adresses de la primature. Dans le cadre de leur formation, donc les officiers stagiaires du cours supérieur de la gendarmerie ont été reçus hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. L'immersion au sein de cette institution de la République a permis aux officiers stagiaires de s'imprégner du fonctionnement de la primature. Le chef du gouvernement a également reçu le ministre congolais des Affaires sociales et de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Big Passa, donc était venue échanger avec le chef du gouvernement sur le déroulement de sa visite d'échange qu'elle effectue actuellement au Mali. Reportage Mamadou Koné à Loutouré. Présent à Bamako dans le cadre d'un partage d'expérience dans le secteur de la protection sociale et de l'action humanitaire, le ministre congolais des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est venu rendre une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement. Accompagné par son homologue malien, le ministre congolais est venu indiquer au Premier ministre la volonté de son pays de s'inspirer de l'expérience malienne en matière de santé et de développement social. Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbarsa Nengoma, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazzaville. Nous sommes venus pour une mission de partage d'expérience. Nous devons mettre en place les outils de l'économie sociale et solidaire en République du Congo. Et il n'y avait pas un meilleur pays qui a déjà des outils que le Mali. Dans le cadre des échanges sud-sud, il est important pour nous, Africains, de commencer à travailler ensemble et d'avoir nos outils à nous afin que nous puissions aller vers un vrai développement. Nous avons les mêmes problèmes, que ce soit le Mali ou le Congo, au niveau des populations qui sont dans une situation de vulnérabilité, des populations pauvres, des populations moins pauvres, mais les populations qui attendent des gouvernants, qui attendent de leur pays l'assistance. Également au carnet d'audience du Premier ministre, cette rencontre avec la 27e promotion des officiers stagiaires du cours supérieur de la gendarmerie du Mali. Les 44 officiers, dont 4 Nigériens, 4 Burkinabés, 2 Togolais, 2 Guinéens et 32 Maliens, renforcent actuellement leur capacité à Bamako. Et la visite aux institutions fait partie du programme de formation, d'où la présence de la promotion à la primature. La promotion a ainsi échangé avec le cabinet de défense de la primature avant de rencontrer le chef du gouvernement. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et des centres de formation de la gendarmerie. On est plus que ravis d'être reçus par le chef du gouvernement et qui nous a donné vraiment des orientations claires à nous et aux stagiaires pour les permettre vraiment de les outiller davantage, les former, les préparer pour leurs futures fonctions et responsabilités. Cette visite témoigne vraiment de l'importance du partenariat entre la gendarmerie et les différentes institutions de la République, mais aussi elle reflète cet engagement que le gouvernement
pour la formation continue, mais aussi pour la culture de l'excellence pour nos forces de défense et de sécurité. Et la 27e promotion a eu vraiment cette chance aujourd'hui d'être accueillie par le Premier ministre qui vraiment, je dirais, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités, du renforcement de leurs compétences, que ce soit managériales, techniques ou tactiques, et qui leur permettront vraiment d'être à la hauteur des futures tâches par rapport à tous ces défis multiples et complexes auxquels on fait face aujourd'hui. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga a prodigué de nombreux conseils aux officiers stagiaires au moment où nos pays, plus précisément ceux de la Confédération de l'AES, sont confrontés à des défis sécuritaires de taille. Voilà, justement, le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo est en visite au Mali, vous l'avez compris, pour s'enquérir de l'expérience malienne en matière de solidarité et de l'action humanitaire. Il s'est entretenu, j'ai dit, avec les acteurs du secteur. Dr Irène Marie-Cécile Mboukou Kimtassa était donc accompagnée d'une forte délégation et de son homologue malien, colonel Assaba Diallo Touré. Pour plus de détails, suivant ce reportage signé Daouda Koné. La République du Congo-Brazzaville veut améliorer sa politique de solidarité. C'est pourquoi le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo est au Mali pour s'imprégner des stratégies maliennes. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social du Mali. On voit que les populations partout, c'est les mêmes besoins. L'humanitaire est vraiment transversal. Nous avons les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées dont nous avons en charge. C'est assez difficile, mais avec beaucoup d'efforts. On remercie nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour que les populations soient soulagées. La mise en œuvre de la politique de solidarité est un défi qui interpelle tous les acteurs. Pour relever les défis, le renforcement des capacités d'intervention de l'ensemble des acteurs s'avère nécessaire, dira Dr Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbaza, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo. Ce sont les politiques qui doivent être vraiment structurées dans cette volonté du donner et du recevoir. Nous avons des choses à partager. Les pays africains doivent avoir les politiques cohérentes, harmoniser nos politiques, harmoniser les actions sur le terrain. Cette rencontre avec les acteurs du secteur de la solidarité et des actions humanitaires est l'une des activités de l'agenda de 5 jours du ministre congolais des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire au Mali. Une séance de travail a réuni le ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali, son homologue du Sénégal. Cette année, près de 250 000 têtes de bétail sont attendues au Sénégal pour la Tabaski. L'exportation du bétail malien vers le Sénégal à la veille de la fête de Tabaski et l'amélioration des conditions de cette opération étaient les principaux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. Les deux ministres, entourés de leurs proches collaborateurs, ont échangé sur la campagne de coulée et ont proposé des solutions tendant à améliorer l'amélioration des conditions d'exportation du bétail. Batraoui. Retrouvailles entre le Mali et le Sénégal à travers deux hommes ayant deux points en commun, le nom des familles et le poste ministériel. Alpha Ba, ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan du Sénégal, est devant son homologue Youba Ba, ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali. La rencontre qui se tient à la veille de la fête de Tabaski a beaucoup d'enjeux pour les deux pays voisins selon Alpha Ba, l'hôte du jour. Partager avec vous l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Tabaski. La Tabaski, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d'échanges commerciaux entre nos deux pays, je dirais entre nos deux peuples. Lors de la Tabaski 2024, le cumul des importations s'est levé à 297 488 têtes de moutons, dont 109 920 sujets en provenance du Mali. C'est dire toute l'importance que le Mali joue dans la satisfaction des besoins, des demandes de la République sœur du Sénégal. Cette année, il est prévu d'exporter environ 250 000 têtes vers le Sénégal. Cela passe par l'amélioration des conditions de l'opération, selon le président de l'interprofession bétail-viande du Mali.
Mamoudou Abdoulaye Diallo. L'année dernière, nous avons déjà souligné toutes les difficultés que nos marchands rencontrent au niveau du Sénégal, notamment la sécurité et l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en nourriture pour les animaux et surtout les conditions même d'hébergement des acteurs. Et le gouvernement sénégalais, au niveau de la capitale Dakar, a pris toutes les dispositions idoines pour mettre les marchands dans les meilleures conditions. Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer de l'entière disponibilité de mon département à vous offrir des parts importantes du bétail malien dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur les 3 principes fondamentaux qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. La réussite de l'opération Tabaski au Mali et au Sénégal nous tient particulièrement à cœur, car c'est le même peuple, la même culture et nous partageons le même espace géographique et les mêmes défis. Des dispositions pratiques sont prises pour la réussite de l'opération. Une opération qui devrait s'étendre cette année jusqu'au 22 juin pour permettre aux exportateurs de bétail de bénéficier pleinement de cette campagne, rassure le ministre sénégalais. Sur tout autre plan, la Journée internationale de la liberté de la presse est l'occasion de magnifier le rôle de la presse dans toute sa dimension dans le développement d'un pays et aussi une occasion de rappeler les décideurs sur l'importance de la liberté de la presse. Au Mali, les activités de la célébration ont été lancées ce matin à la Maison de la Presse avec comme thème le journalisme malien face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Al-Kaïdi Amar Touré, qui a donné le ton des activités. Je vous propose qu'on l'écoute au micro d'Ardu Matina. Au nom de M. Alhamdou Aguilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, pour procéder au lancement officiel des activités de la Semaine nationale de la liberté de la presse, édition 2025. Cette semaine devenue un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur de l'information et de la communication se tient cette année dans un contexte national et international marqué par de profondes mutations technologiques et des crises de toute nature, sécuritaire, politique, économique et sociale. Elle coïncide également avec la célébration de la 3e édition de la Journée mondiale de la presse, instituée par l'UNESCO, qui nous rappelle l'importance de garantir un environnement libre et sécurisé pour les journalistes du monde entier. Le thème retenu pour cette édition, je cite, « Le journalisme malien face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle » est à la fois pertinent, d'actualité et porteur d'enjeux majeurs pour notre démocratie, notre cohésion sociale et notre souveraineté. Au Mali, malgré les défis que nous connaissons, le gouvernement de la transition, sous les orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a toujours affirmé son attachement à la liberté de la presse et à la pluralité des opinions. Actualité hors de nos frontières. Au Togo, c'est la dernière ligne droite dans la mise en place de la 5e République, un an après la promulgation de la nouvelle constitution le 6 mai 2024. Hier soir, le gouvernement a présenté sa démission acceptée par le président Faure Gnassingbé selon un communiqué. Et aujourd'hui, les députés sont convoqués pour désigner le président du Conseil qui détiendra le pouvoir exécutif. Avec les sénateurs éliront ensuite un président de la République au rôle honorifique. Le pays achève donc sa transition vers un régime parlementaire supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Au Cameroun, le Premier ministre Joseph Dione est donc en visite dans le nord du pays à l'approche de la présidentielle du mois d'octobre prochain. Au nom du président Paul Biya, il porte donc un message d'apaisement après plusieurs manifestations, de mécontentement ces derniers mois. Il a rencontré des élus locaux et constaté l'avancée donc des travaux sur l'axe Moro Dabanga et Kouressi. Le septentrion donc est considéré comme un enjeu
enjeu important électoral du scrutin présidentiel où chaque candidat se bat pour remporter la victoire. En Roumanie, les électeurs donc, sont de retour aux urnes 6 mois après l'annulation de la présidentielle. Les Roumains donc, sont appelés aux urnes demain dans le cadre du premier tour des élections présidentielles et après l'annulation du scrutin de novembre-décembre 2024 sur fond d'ingérence en faveur du candidat arrivé alors en tête du premier tour. Les électeurs doivent voter donc ce nouveau les 4 et 18 mai. Et puis aux États-Unis, Donald Trump donc, est en guerre contre le statut fiscal de l'université d'Harvard. Eh bien, après avoir gelé une partie de son financement fédéral, le président américain s'en prend cette fois-ci au statut fiscal de Harvard, et le plus ancien établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis. Ce repère de cotistes, selon lui, aurait laissé prospérer donc sur son campus un atmosphère antisémiste. Sport, cyclisme, la 20e édition du Tour du Bénin prend fin ce samedi. L'équipe nationale du Mali est en train de faire une participation honorable dans cette compétition internationale. En football sur le continent, la CAN des moins de 20 ans garçons se poursuit en Égypte. Et puis, la Coupe du Mali de football entre dans sa phase décisive avec les demi-finales qui se jouent ce week-end. D'abord aujourd'hui, le stade de Konaté sert le théâtre du duel entre le FC Diarra et le Stade Malien de Bamako. Demain dimanche, le Djoliba affrontera l'ISFAS. Fameux Turti. Le Stade malien de Bamako, détenteur du trophée de Dame Coupe, se mesure à une équipe du FC Diarra en difficulté en championnat au compte de la première demi-finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Les Blancs de Bamako partent favoris dans cette rencontre. Cependant, le dernier affrontement des deux clubs a vu le FC Diarra créer la surprise en s'imposant par 2-1. C'était lors de la 9e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali. Ces retrouvailles seront donc placées sous le signe de la revanche pour les stadistes, tandis que le FC Diarra aura à cœur de confirmer et se hisser en finale de Dame Coupe pour la première fois de son histoire. Les enjeux sont donc élevés pour les deux équipes. Actuel leader du championnat national professionnel, le Stade malien de Bamako reste sur 12 victoires d'affilée, 9 en championnat, 3 en Coupe du Mali. Et lors de leurs 12 derniers matchs, les stadistes ont inscrit 31 buts pour seulement 4 encaissés. Quant au FC Diarra, le club peine à enchaîner de bons résultats. Il occupe la 12e place du championnat sur 14 équipes et compte seulement 18 points après 19 journées disputées en Ligue 1 professionnelle. Néanmoins, le FC Diarra rêve d'une première finale de Coupe du Mali. Le coup d'envoi du match entre FC Diarra et Stade malien de Bamako est prévu pour ce samedi à 17h au stade Mamadou Konaté. La seconde demi-finale la mettra aux prises demain dimanche l'USFAS et le Djoliba AC, toujours au stade Mamadou Konaté. Sur le continent, CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025, au compte de la première journée du groupe C, le Sénégal, tenant du titre, a été tenu en échec par la Centrafrique, un but partout. Ce sont les Lionceaux qui ont ouvert le score à la 48e minute. Ensuite, les jeunes fauves sont revenus dans la partie après l'heure de jeu, 73e minute. C'est le même résultat d'un but partout qui a sanctionné l'autre rencontre du groupe C entre la République démocratique du Congo et le Ghana. Les Léopardos ont ouvert le score dès la 16e minute, mais la réaction des Black Satellites ne se fait pas attendre. 10 minutes plus tard, ils établissent la parité. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score ne bougera plus. Un résultat logique qui place les deux équipes à égalité parfaite, tout comme les deux autres sélections du groupe, le Sénégal et la Centrafrique. Les matchs du groupe de la CAN de moins de 20 ans se poursuivent ce samedi avec 2 rencontres dans le groupe A. La Tanzanie reçoit la Sierra Leone à 15h. Si les Tanzaniens avec 0 points joueront leur deuxième match, les Lions Stars seront à leur 3e sortie et ils sont en tête du groupe A avec 4 points. L'autre opposition mettra aux prises à 18h l'Égypte et la Zambie. Les Zambiens avec 1 point joueront aussi leur deuxième match de la compétition alors que les Égyptiens ont 3 points après 2 matchs disputés. L'Afrique du Sud est exemptée de cette journée puisque le groupe A est composé de 5 pays. Notons que les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs 3e se qualifient pour les quarts de finale. La CAN des moins de 20 ans 2025 est qualificative aussi pour la Coupe du Monde U20 au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Cyclisme pour terminer, la 6e et dernière étape de la 20e édition du Tour du Bénin sera courue ce samedi 3 mai sur une distance de 104 km 93 entre Tofo et Cotonou. Leader du classement général depuis la 4e étape, le Sud-Africain Reinhard Janse van Rensburg a conservé son maillot jaune hier vendredi à l'issue de la 5e étape. Lors de la 4e étape entre
entre Boïkon et Atiémé sur une distance de 110 km. Les aigles cyclistes maliens ont réalisé une bonne performance. Daouda Djiré a terminé au pied du podium à la 4e place de l'étape, suivi par Tchemogo Djamoutene 6e. Fidel Cissé est arrivé 17e de l'étape. Sidiki Diarra et Drissa Bamba se sont classés respectivement 31e et 52e. Le Mali a été également premier au classement par équipe de l'étape 4. Au classement général par équipe, le Mali est 6e derrière les grandes nations comme le Maroc, l'Afrique du Sud, les Philippines, les Pays-Bas, mais devant tous les pays ouest-africains présents autour. Rappelons que la sélection malienne a dû composer sans son capitaine Yaya Diallo, forfait en raison d'une blessure. Touché lors de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali, le coureur a été contraint à une semaine de repos sur avis médical. Pour pallier son absence, la Fédération malienne de cyclisme a fait appel à Drissa Bamba pour le remplacer au sein de l'effectif. Page Mali Culture 2025. Le dossier culture de ce samedi s'intéresse donc à la porte Al-Galoum. La cité des 333 saints regorge plusieurs héritages culturels, parmi lesquels nous avons la porte Al-Galoum qui reste et demeure une identité incontestable de la ville. Cette porte est fabriquée par une seule famille dont le secret est transmis de génération en génération. Le chef d'œuvre qui tient donc ses origines du Yémen arrive donc entre 200 et 500 000 francs CFA. Sa conception peut prendre de 2 semaines à 1 mois. Focus sur ce patrimoine culturel avec Saloum Konaté. La ville de Tombouctou se distingue par son architecture culturelle comparativement aux autres régions. Connue depuis des siècles à travers son riche patrimoine culturel, la cité mystérieuse garde encore ses valeurs artistiques et artisanales, parmi lesquelles figure la porte traditionnelle Al-Galoum. Baba Tandina, traditionnaliste. Ceux qui confectionnent cette porte-là viennent du Yémen. Alors en Yémen, quand il y a une peau noire, on t'appelle Maïga. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le titre de Maïga. C'est différent des autres Maïga, de Vergao ou autre chose. Donc c'est une seule famille ici et c'est un seul atelier dans toute l'Afrique de l'Ouest. La confection de cette porte-là, elle est particulière. Parce qu'on leur dit jam, c'est parce que c'est très orné. Et le fer noir qui orne cette porte-là prend beaucoup de temps sur la caisse ou le bois qui le porte. Donc, Al-Galoum même, c'est les deux sorceaux-là que vous voyez qui s'appellent Galoum. Donc, comme c'est sur la porte-là, on dit la porte qui Al-Galoum Gambou. Cette richesse culturelle et artisanale est jalousement conservée par une famille dont les secrets sont transmis de génération en génération. Après 35 ans d'apprentissage et plusieurs années d'exercice, Alassane Maïga en est aujourd'hui le dernier maître. Il y a plusieurs modèles. Il y a la première qualité, ça c'est 7 rangées. Il y a 6 rangées. Il y a 5 rangées. Il y a 4 rangées. Chaque porte a son prix. 300 000. Il y a 250 000. Il y a 200 000. Il y a 175 000. Bon, les fenêtres, ça dépend. Il y a des fenêtres de 250 000. Là-bas, puisque les fenêtres ne sont pas les mêmes dimensions. Il y a des fenêtres de 150 000, il y a des fenêtres de 125 000, il y a des fenêtres de 100 000. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Selon les sexagénaires, la confection d'une seule porte Al-Galoum nécessite la participation des autres éléments car chacun a un rôle précis dans sa fabrication. Il y a des gens qui préparent seulement les clous. Il y a des gens seulement qui préparent les gabots. Il y a des gens qui préparent les carcars, les cloches. Donc, au fur et à mesure, chacun a fait son travail. Si on rassemble, on peut le faire. Boubacar Mohamed Maïga, menuisier. Je fais le clou, je fais les cloches, je fais les plaques. Les portes sont accompagnées de fenêtres pour question d'harmonie et surtout de respect à la chose culturelle. Baba Tandina, traditionnaliste. Personne n'a droit à toucher à ces cerceaux-là, si ce n'est le chef de famille. Quand il est au dehors, il y a une façon de taper qu'on sait que c'est le chef de famille qui arrive. De l'autre côté aussi, s'il y a une urgence, un envoyé, lui aussi, ce dernier a la permission de toucher pour avertir le chef de famille qu'il est venu en commission. Nana Maïga justifie bien son attachement à ces merveilles dont elle prend soin depuis des années. C'est une porte que j'ai trouvée avec mes parents. C'est un souvenir pour moi. Chaque fois j'ai fait cet entretien, même dans ce mois-là, j'ai fait l'entretien de cette porte-là. Baba Tandina, traditionnaliste. Cette porte,
occupe une grande place dans la culture tombouctienne. En ce sens que quand vous êtes un nouveau marié, vous êtes très fier de commander cette porte-là. Et c'est cette porte-là qui doit orner votre maison. Et en ce temps-là, on sait que tu es vraiment digne de la localité. Et encore, tu as à cœur d'utiliser vraiment ce que tu as trouvé avec tes parents. C'est une porte que n'importe qui a les moyens, il le fait. Cet héritage qui est aujourd'hui conservé par plusieurs familles, en plus de son côté mythique, a une résistance extraordinaire. Ces portes ferment la plupart des maisons de la Médina, Tombouctou, Saloum Konaté, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Voilà, ce journal sur cette note culturelle pendant qu'il est 13h passé 24 minutes à Nosombo, dans le secteur de Kolokani, et à Badogo, dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tino, avec la communauté technique de Absé Traoré, mise en ligne, Badji Touré, et réalisation Draman Sanogo. Merci à Ousmane Dao pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Et tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré, et suivi donc de la lecture des services de communiqué avec Assa Tangara. Pour ma part, donc, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.